Alors la conférence, c'est pourquoi entreprendre et pourquoi entreprendre dans les services à la personne. À travers notamment mon parcours. Moi, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise et parce que c'est le moyen de se réaliser, de créer quelque chose qui nous correspond. Et donc, après avoir fait des études école de commerce, fin 99, c'est même dans le siècle dernier, dans le millénaire dernier, j'ai décidé de créer mon entreprise dans le secteur des services à la personne. Et je suis parti de rien. Et aujourd'hui, le groupe WeCare, c'est un groupe qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 23 000 personnes, dont 20 000 en France, avec 16 marques différentes. Et on est présent en France, on est présent en Espagne, au Portugal, au Mexique, au Brésil et dans 3 pays africains, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc l'entrepreneuriat, c'est le moyen, c'est un des moyens de se réaliser professionnellement. Et moi, c'est ce que j'ai pu y trouver, c'est qu'en fait, quand vous créez votre boîte, ben, vous y mettez aussi une partie de vous-même. Et pourquoi entreprendre dans les services à la personne ? Parce que les services à la personne, c'est un secteur qui a énormément de sens. Énormément de sens parce que très vite, vous avez un impact extrêmement fort sur le monde. Vous avez un impact sur le monde parce que vous avez un impact sur vos collaborateurs et vous avez un impact sur vos clients. Vous avez un impact sur vos collaborateurs parce que vous êtes dans un secteur qui crée énormément d'emplois. En 20 ans, on a créé plus de 20 000 emplois en France. Donc l'impact sur la vie de vos collaborateurs, il est immédiat. Vous allez très rapidement, si vous créez une entreprise dans le secteur des services à la personne, très rapidement, vous allez avoir beaucoup de collaborateurs. Donc, et derrière, l'enjeu, au-delà de la quantité d'emplois créés, c'est la qualité des emplois que vous allez créer. Et dans la façon dont vous adressez, la façon dont vous structurez les plannings, la façon dont vous allez pouvoir accompagner le développement de vos collaborateurs, vous allez avoir un impact sur leur vie. Parce que, très clairement, on est dans un secteur dans lequel les rémunérations de nos intervenants, c'est aux environs du SMIC. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Et pourquoi je dis on ne peut pas y faire grand-chose ? Parce qu'en fait, la société de façon générale, de façon ensemble, nous avons décidé d'accorder beaucoup plus de valeur au foot et aux joueurs de foot qui font quoi ? Qui tapent dans un ballon plutôt qu'à des auxiliaires de vie, à des assistants ménagers, à des gardes d'enfants. Et ça, c'est un état de fait. C'est un état de fait que nous-mêmes, en tant que consommateurs, eh ben, on choisit de mettre 25 ou 30 euros dans les abonnements DAZN, Netflix, Prime Video, etc. Ce qui permet de payer des footballeurs 70 millions d'euros comme Kylian Mbappé. Okay, très bien, ils gagnent 70 millions d'euros par an, ça choque personne. C'est normal, de toute façon, c'est notre choix. Et à l'inverse, eh ben, pour des prestations de service à la personne, quand on est à 30 euros de l'heure, 35 euros de l'heure, avec crédit d'impôt, ça fait entre 15 et 17 euros, bah déjà on trouve ça cher. Et on a du mal à les sortir. Et voilà. Et ça, c'est un état de fait. Et c'est la valeur économique qui est accordée à nos métiers. Mais ce n'est pas parce que pour nos salariés, on ne peut pas toucher globalement à la rémunération horaire, qui restera aux alentours du SMIC, qu'on ne peut pas travailler sur l'évolution des personnes. Déjà, et sur les conditions de travail. Déjà, la première chose, on peut travailler sur les conditions de travail, faire en sorte d'avoir des plannings les mieux remplis possibles, avec le moins de déplacements possible, avec le moins d'intermissions possible. Ça, on peut travailler dessus. On peut travailler sur la formation qui permet d'évoluer professionnellement. Et donc là, on a aussi un impact. Et on peut travailler sur tout ce qui va être évolution professionnelle, parce que si la rémunération des postes est liée à une acceptation par la société d'une valeur perçue et d'une valeur économique perçue, les gens, eux, peuvent évoluer. Et de façon extrêmement concrète, dans mon groupe,
Il y a déjà il y a 40% des postes d'encadrement qui sont pourvus par des anciens intervenants, donc qui sont passés d'un métier d'intervenant à un métier d'encadrant. Il y a même une directrice de région qui est une ancienne intervenante, et j'ai 2 franchisés qui sont des anciens intervenants. Donc les possibilités de grandir pour les personnes, elle existera dans vos entreprises, et là, vous avez un impact concret sur la vie des gens. Et je vais faire demain un post parce que hier, j'ai reçu un mail d'une de mes collaboratrices qui me dit que grâce à son emploi et grâce aux actions qu'elle a reçues dans l'entreprise, ça y est, elle a pu lancer le projet de construction de sa maison. Et quand vous lancez le projet de construction de votre maison parce que vous avez, par le fruit de votre travail, obtenu ça, bah vous avez, vous, en tant que chef d'entreprise, contribué à changer la vie de vos collaborateurs. Et donc, dans le service à la personne, vous avez la capacité à changer la vie de vos collaborateurs. Vous avez la capacité à changer la vie de vos clients. Parce que les services qu'on propose et la façon dont on apporte nos services, ça permet de changer la vie. Changer la vie, comme le chantait Jean-Jacques Goldman, mais aussi changer la vie dans la façon dont on rend les services. Quand on accompagne une personne âgée de façon positive, on lui permet de continuer à écrire son projet de vie. Quand on accompagne des familles, on contribue à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Quand on accompagne des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, on leur permet de continuer à écrire leur projet de vie et ne pas être mise de côté. Parce que le truc le pire pour une personne âgée, c'est qu'on lui dise tu n'es plus utile, on te laisse de côté. Eh bien, nos services ont un impact social et sociétal extrêmement positif. Entreprendre dans les services à la personne, c'est aussi intéressant économiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne coûte pas très cher d'entreprendre dans les services à la personne. On n'a pas besoin d'un très gros capital. Si vous voulez monter un resto, ça coûte beaucoup plus d'argent. Si vous voulez créer une fonderie, demandez à ArcelorMittal, ça coûte 1 milliard d'euros. Mais moi, j'aimerais bien faire de l'aluminium. Ok, t'as 1 milliard ? Non. Bon, tu peux pas faire de l'aluminium. Alors que dans les services à la personne, avec quelques dizaines de milliers d'euros, même pas, peut se lancer et créer son entreprise. Par ailleurs, l'intérêt des services à la personne, c'est que ça nous offre, on est dans un secteur où de façon certaine, les besoins vont augmenter. De façon certaine, mécanique. Autant les aspects de transition écologique, c'est très vraisemblable, on ne sait pas vers combien on se dirige, est-ce que c'est plus 1, plus 2, plus 3 degrés, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Mais c'est là, et on nous le dit, on nous le martèle, attention, transition écologique, etc. Mais une chose qui est absolument certaine, documentée, précise, sûre, et on sait exactement combien il y en aura, c'est la transition démographique. C'est la transition démographique. On sait exactement combien dans 5 ans on aura de personnes de plus de 80 ans, combien dans 10 ans on en aura, combien dans 15 ans on en aura. Et donc, l'aspect inéluctable et de croissance de ce marché, il est absolument certain. Et ça, c'est quand même un élément qui est aussi intéressant. Parce qu'une des questions quand on se lance dans un secteur, c'est est-ce que ce secteur est pérenne ? Par exemple, celui qui se lançait dans les bougies au moment du démarrage des ampoules électriques, celui qui se lançait dans la photo argentique au moment où on a lancé les photos numériques, si je vous proposais aujourd'hui de lancer un magasin de location vidéo, à l'époque, les franchises de location vidéo, c'était la classe. Là, je ne suis pas sûr que ça serait un truc hyper pérenne. Et là, pour le coup, on est dans un secteur où on a une visibilité et une certitude. En plus, avec les choses, elles sont hyper documentées. On sait comment ça va se passer. Et ça permet, en fait, de se projeter dans le temps avec une croissance. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont compliquées dans ce secteur. Parce que très vite, vous allez avoir beaucoup de collaborateurs. Donc, il faut maîtriser bien les RH. Et tous les aspects des RH. Comment je fais pour faire venir, avoir des candidatures ? Comment je fais pour bien recruter ? Comment je fais pour encadrer ? Comment je fais pour gérer tous les
questions de droit social, parce que c'est compliqué le droit social. Hein. Je me souviens, j'ai regardé le code du travail en France. Oh là 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 là. C'est assez épais, écrit en tout petit. Hein. Et tout ça, vous devez le maîtriser. Maîtriser le RH, compliqué. Maîtriser le commercial. Là aussi, comment est-ce que je fais pour attirer à moi des clients? Est-ce que ma marque est attractive? Est-ce que mes moyens de commercialisation sont attractifs? Est-ce que mes process de vente sont adaptés? Maîtriser toute la gestion de l'exploitation et avoir les bons logiciels. Parce que là aussi, en fait, on peut passer énormément de temps. Et on n'est plus dans la période des relevés de temps sur des papiers, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, en fait, il y a quelques années, on signait des feuilles de présence, les collaborateurs signaient des feuilles de présence, tout les ramenait. Ah. Et donc, il faut les bons outils aussi. Il faut les bons outils, donc de l'informatique, bien évidemment de la gestion, maîtriser. Et ça commence à faire un certain nombre de domaines de compétences qui sont assez complexes. Et puis surtout, et par ailleurs, on a une réglementation qui est complexe et changeante. Est-ce que vous connaissez un secteur dans lequel il y a plein de taux de TVA différents, plein de niveaux de réduction ou de crédit d'impôt différents, plein de modes d'organisation différents, plein d'acteurs différents? Bienvenue dans le merveilleux monde des services à la personne. Vous avez des taux de TVA à 5,5% sur la personne âgée ou la personne en situation de handicap, 10% sur le ménage et la garde d'enfants, et 20% sur le jardinage et la prestation informatique. Bienvenue dans un monde où vous avez du mandataire et du prestataire. Bienvenue dans un monde où vous avez les associations, les CCAS, centres communaux d'action sociaux, les particuliers employeurs, des entreprises mandataires ou des associations mandataires, et l'emploi direct et le travail au noir en concurrent. Waouh! Dans un monde dans lequel le crédit d'impôt est de 12 000 euros pour tous les Français, mais qui monte à 12 500, mais qui remonte de 1 500 euros de plus si vous avez un enfant à charge ou une personne de plus de 65 ans dans le foyer, qui monte de 3 000 euros, donc 15 000 euros de plafond si vous avez 2 enfants à charge ou plus de 2 personnes de plus de 65 ans dans le foyer, qui peut monter jusqu'à 20 000 euros si vous avez une personne en situation de handicap, mais qui est réduit à 6 000 euros sur le jardinage, donc 3 000 euros après crédit d'impôt, à 500 euros pour les prestations informatiques ou le bricolage. Quoi d'autre? Bref, c'est un secteur. Ah oui, et puis avec du crédit d'impôt instantané, mais pas pour tout le monde, uniquement pour des prestations de ménage et de garde d'enfants, mais pas toute la garde d'enfants, seulement la garde d'enfants qui est au-dessus de ce... Et ça, c'est juste un petit aperçu de la complexité du machin. Dans lequel il y a de l'agrément et de l'autorisation et de la déclaration. Ah oui, j'ai oublié ça. Donc pour certaines activités, c'est de la déclaration. Pour d'autres activités, c'est de l'agrément qui dépend du conseil départemental, mais qui est sur base d'un cahier des charges national, alors que l'autorisation, elle dépend des départements. Vous vous rendez compte un peu de la complexité administrative? Bienvenue la France, bienvenue en France. Ça, c'est vraiment extrêmement complexe. Donc un secteur qui a du sens, énormément de sens. Un secteur dans lequel on peut faire des super histoires entrepreneuriales. Un secteur dans lequel on a une visibilité énorme sur ce qui va se passer et sur les besoins dans le temps. Mais par contre, un secteur qui est extrêmement complexe, avec de la réglementation, qui est extrêmement complexe dans les difficultés parce qu'on a tout de suite beaucoup de salariés, qui est complexe parce qu'on traite de la matière qui est le plus compliquée, de l'humain, côté client, côté salarié. Et les humains, quand vous faites la prestation chez eux, c'est le pire. Quand vous faites une prestation de nettoyage en B2B, business to business, quand vous faites du nettoyage dans les entreprises, quand votre bureau il est nettoyé comme ça, est-ce que vous plaignez réellement? Pas trop. Par contre, quand c'est chez vous, oh là là. Quand on s'occupe de vos enfants, oh là là. Donc,
vous êtes dans un secteur extrêmement complexe. Et c'est pour ça, et c'est pourquoi, moi, mon conseil numéro 1, si vous décidez de vous lancer dans ce secteur, c'est de ne pas le faire seul. Ne pas le faire seul, d'être accompagné. Conseil numéro 1, allez voir une fédération professionnelle. Vraiment. Moi, je suis adhérent à la FEDESAP, on était avant adhérent à la FESP. On aurait pu être adhérent au CINERPA. Vous avez 3 fédérations professionnelles. Globalement, choisissez celle qui vous correspond le mieux, là où vous vous sentez le mieux. Elles sont toutes les 3, elles présentent toutes les 3 des avantages et des inconvénients. Mais soyez accompagnés, adhérez à une fédération. Soyez accompagnés par des gens qui maîtrisent notre secteur. Vos experts comptables, vos juristes, vos avocats, s'ils ne maîtrisent pas notre secteur, c'est compliqué. Je vous donne juste un exemple. Dans la comptabilité française, vous avez, les choses ont été construites sur base de l'industrie. Donc la comptabilité française, qui est la comptabilité qui date de 81, la dernière réforme du plan comptable, elle date de 81, elle a été construite sur la base de l'industrie. Et donc vous avez la marge brute qui est liée au prix de vente moins les coûts de production matériels. Mais nous. Et après, il y a en dessous de tout ça, en dessous de la marge brute, il y a les coûts de personnel. Mais nous, on n'a pas de matériel. Nous, en fait, notre marge brute, c'est le prix de vente moins les coûts de nos intervenants. Mais si votre expert comptable il n'est pas dans ce secteur, eh ben, il va vous présenter les trucs un peu n'importe comment. Et donc, vous allez avoir une marge brute à 99,9%. Vous allez dire « Ouh !» Et les frais de personnel où on va tout mélanger entre les encadrants et les intervenants. Et je ne vous parle pas des systèmes d'exonération de charges, d'exonération de Borloo, des systèmes un peu particuliers qui existent dans notre secteur. Si votre expert comptable, si la personne qui fait la paye n'est pas habituée, ben, à la fin, vous risquez de payer beaucoup plus de taxes que vous devriez en payer. Vous en payerez déjà beaucoup, mais... Donc, faites appel à des gens qui maîtrisent le secteur et les difficultés du secteur. Et c'est pour ça aussi que dans ce secteur, la franchise a du sens. Pourquoi ? Parce que cette complexité RH, complexité administrative, complexité de vente, et bien, avec un accompagnement en franchise, vous bénéficiez de la marque. Et la marque, c'est super intéressant, une marque. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'une marque, ça attire à la fois, et donc ça permet de générer du chiffre d'affaires, mais une marque, ça permet aussi de vendre plus cher. Si je vous fais... regardez, je prends mes baskets. Il y a un petit logo, Nike. J'enlève le petit logo, elles valent beaucoup moins cher. Mais beaucoup moins cher. Pourtant, ça serait les mêmes pompes. Hein. Ça, c'est quoi ? C'est la puissance de la marque. La puissance de la marque, elle vous permet non seulement d'attirer des consommateurs, des clients, mais elle vous permet aussi de générer une marge plus importante parce qu'elle vous permet de vendre plus cher votre produit. Et pourquoi elle vous permet de vendre plus cher votre produit ? Parce que les clients achètent aussi un attribut de marque. Parce que si je fais appel, si je mets des chaussures Nike, j'achète un design, j'achète un univers, j'achète une qualité, j'achète, etc., etc. Et c'est pareil avec la marque. Donc quand vous entrez dans une franchise, la marque, elle vous apporte du chiffre d'affaires, elle vous apporte une capacité aussi à vendre plus cher et donc de la marge. La franchise, ça se définit donc par une marque, ça se définit par un savoir-faire. Savoir-faire, c'est le deuxième élément hyper important. Est-ce que le franchiseur a une capacité à m'apporter une connaissance et une expertise sur mon secteur ? Vous avez vu que c'est quand même un secteur qui est complexe, sur lequel on a besoin de formation, sur lequel on a besoin régulièrement d'adaptation, et sur lequel les techniques qui permettent d'attirer, de fidéliser salariés et clients, elles sont hyper importantes. Et dernier élément de la franchise qui caractérise la franchise, c'est l'accompagnement.
Et l'accompagnement, il est hyper important aussi. Parce que l'accompagnement, c'est ça qui permet de faire en sorte que vous ne soyez pas seul, de faire en sorte que quand vous avez des difficultés, vous avez des personnes qui sont capables de vous répondre de façon pertinente et qui permet d'être globalement plus performant et plus efficace. Et là aussi, vous pouvez bien évidemment faire sans franchise. Vous pouvez bien évidemment, on en trouvera quelques-uns mais pas beaucoup, faire sans fédération professionnelle. Mais vraiment, mon conseil numéro 1, c'est faites avec une fédération, travaillez avec une fédération et réfléchissez à votre projet professionnel parce que la franchise peut être un excellent moyen aussi de se développer dans un secteur qui est compliqué, qui nécessite d'avoir et une visibilité pour avoir plus de clients qui viennent vers nous et puis une capacité aussi à vendre à un prix qui permet de dégager des marges suffisantes pour vous payer, tout simplement. Et donc, ça peut être aussi une solution intéressante et à envisager. Voilà pour les mises au point de l'ensemble du panorama. Donc, un secteur hyper intéressant, mais néanmoins complexe, ce qui nécessite de se faire accompagner par des experts, par des gens qui sont spécialistes. Je n'ai pas parlé des systèmes d'information, mais c'est pareil. Les systèmes d'information adaptés, c'est beaucoup plus efficace que si vous prenez un outil de gestion du planning qui n'est pas spécifique au service à la personne. Vous aurez beaucoup plus d'efficacité et de performance avec des outils adaptés. Et tout ça, ça peut, en fonction de votre projet, vous pouvez décider de vous lancer en indépendant totalement ou en franchise. Les deux ont des intérêts qui sont différents, mais entre payer, si je paye 5% de redevance à mon franchisé, mais que je peux vendre 7 ou 8% plus cher, est-ce que je suis gagnant? Oui. Donc voilà des éléments de réflexion pour vous. Et puis surtout, en fait, l'objectif, c'est que ça soit un peu interactif. Donc je vais aller prendre un autre micro et on va vous les faire passer pour que vous puissiez, pour qu'on puisse échanger. Voilà, donc questions-réponses si vous avez des questions les uns les autres. Voilà, c'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc merci de la poser. Bonjour, et je veux savoir combien coûte la franchise chez vous? Alors nous, on a différents modèles de franchise. En fait, on a 3 enseignes qui franchisent, même 4, même 5. On a 16 marques dans le groupe. On a O2 qui est la marque la plus importante et la plus connue. Et O2, les droits d'entrée, ça doit être aux alentours d'une quarantaine de milliers d'euros. APEF, ça doit être légèrement inférieur. Les Bienveillants, qui est une autre enseigne, c'est je sais pas, une vingtaine, 20-25 000 euros chez les Bienveillants. Et puis après, on a d'autres enseignes qui sont les Petits Bilingues, mais qui est une enseigne de formation à l'anglais en centre. Et ça, c'est pas directement service à la personne, et ça doit être une quarantaine de milliers d'euros aussi. Et voilà. Donc, mais à chaque fois, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Ça, ce sont les différents droits d'entrée. Mais globalement, je pense que c'est pas ça ne doit pas être le point numéro 1 dans vos analyses de pourquoi est-ce que je vais chez tel ou tel franchisé. Parce que même une franchise à 1 euro, si elle ne vous rapporte rien, elle coûte trop cher. Et donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est non seulement les conditions d'entrée, mais aussi et surtout, qu'est-ce que vous allez faire pendant les années de votre mariage? Parce que c'est un mariage. Et c'est un mariage dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un franchiseur, vous choisissez votre franchiseur, mais votre franchiseur aussi, il vous choisit. Globalement, par exemple, dans le groupe, on est à peu près 2% seulement des candidats qui, à la fin, on valide ensemble. Donc c'est comme dans un couple. Hein. Le candidat choisit le franchiseur et le franchiseur choisit ses franchisés. Des deux côtés. Et vous, en tant que candidat ou entrepreneur, la question à vous poser, c'est
Est-ce que j'ai envie de vivre quelques années avec ce franchiseur? Qu'est-ce qu'il va réellement m'apporter? Est-ce que j'en aurai pour mon argent? Est-ce qu'à la fin, je me serai mieux développé? Parce que les choses importantes, ce n'est pas l'entrée, c'est le contrat de mariage. Comment est-ce que ça va se passer pendant toutes les années où on sera ensemble? Et comment ça se passe à la sortie? Est-ce qu'à la fin, je revendrai mieux et plus cher mon entreprise si j'ai développé une franchise et si j'ai plus développé mon activité que si je l'ai faite en direct, en solo? Et est-ce que j'aurais pris plus de plaisir pendant les 5, 7 renouvelés de période où j'aurais été franchisé? Je pense que c'est surtout ça les questions qui sont hyper importantes à se poser quand on se dit franchisé, pas franchisé. Et nous, on est et franchiseur et exploitant en propre. Et moi, je suis moi-même franchisé de moi-même. Parce que j'ai acheté des franchises de mes... J'exploite des franchises. J'en exploite en propre, mais j'en exploite aussi en franchise. Parce que ça marche tellement bien que je me suis dit, ouais, je vais être aussi franchisé de moi-même. Et donc, je suis franchisé de 2 des enseignes du groupe. Je suis franchisé aux 2. J'ai 100 franchises aux 2. Et j'ai 10 franchises la compagnie des lavandières. Donc, voilà. Donc, c'est pas... pour vous dire si je suis convaincu. De savoir aussi à combien s'élèvent les royalties par an, il n'y a pas? Mais en fait, là aussi, alors les royalties, ça dépend des redevances. Donc, redevances, ça dépend des enseignes. Et vous avez différents types de redevances. Vous avez les redevances qui servent à payer l'enseigne au quotidien et le travail que fait le franchiseur. Et vous avez des redevances de communication. Les redevances de communication, ça s'appelle des redevances, mais en fait, ce n'est pas des redevances. C'est un pot commun qui est géré en commun pour faire de la communication pour l'enseigne. Donc en fait, ça rentre et ça sort de la poche du franchiseur. Il ne fait aucune marge là-dessus. Et puis après, vous avez potentiellement des produits ou outils qui sont fournis par le franchiseur. Mais après, les niveaux de redevance globalement, c'est 4 à 5% en général, 4, 5, 6% de taux de redevance sur le chiffre d'affaires, plus en fonction des enseignes, 1, 1,5, 2% de redevance de communication, voire un peu plus. Mais tout ça, cet argent-là, c'est une poche commune d'argent qui est dépensé pour développer, pour l'attractivité et pour la puissance de la marque. Dernière question. Tout ce qui est pour l'étude du marché, c'est vous qui... L'étude de marché, en fait, elle est... Donc, c'est les franchisés de les faire. C'est ça. En fait, il y a l'étude de marché, l'état de marché, il y a des éléments qu'on fournit et après, il y a des éléments complémentaires qui sont gérés par chacun des candidats. Peut-être des questions. Hop. Vous avez parlé commercialisation, mais moi, il me semble qu'en ce moment, le nerf de la guerre, c'est pas tant de trouver des clients qui ont besoin de services, c'est trouver du personnel qui est capable d'aider à domicile. Quels outils vous avez mis en place pour aider vos franchisés pour réussir à trouver du personnel en dehors de Pôle emploi? Voilà, est-ce que vous avez des outils spécifiques et adaptés qui permettent d'aider? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, dans notre secteur, il est presque plus compliqué de trouver des salariés que de trouver des clients et on préfère avoir un bon salarié qu'un bon client. Et par ailleurs, un salarié qui s'en va, c'est en moyenne un tiers de ses clients qui partent. Donc il y a et la question du recrutement et la question de la fidélisation. Mais là aussi, en fait, vous avez plusieurs éléments. L'attractivité de la marque, l'attractivité des marques. Au niveau du groupe, cette année, on est déjà à un peu plus de 800 000 candidatures. 800 000 candidatures. Si je supprime les doublons entre les différentes marques, c'est 400 000 candidatures uniques. Est-ce qu'on a un problème d'attractivité? Non. Quand j'ai 400 000 candidatures et 7 500 recrutements à faire dans l'année, est-ce que j'ai un problème d'attractivité? Non, je n'ai pas de problème d'attractivité. D'ailleurs, il suffit d'aller voir nos stands de recrutement. Vous allez voir la queue et le nombre de gens qu'il y a derrière. Alors pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de recrutement alors? En fait, j'ai des problèmes de recrutement parce qu'il y a une inadéquation entre les profils de la majorité des candidats et les besoins de nos clients, et aussi la réglementation. Vous, en tant que client, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un de mauvais intervienne chez vous? De pas compétent? Ben non.
D'autant plus qu'on lui confie ce qu'on a de plus précieux. On confie en tant que client les clés de chez soi, donc les clés de son intimité. Ils savent tout. Hein. Nos intervenants savent tout. Quel type de sous-vêtements, si vous avez des petits jouets, des machins, des trucs, ils savent tout. On confie les clés de notre intimité. On confie nos enfants. On confie nos parents âgés. Donc on exige, en tant que client, d'avoir des intervenants qui sont hyper compétents. Et c'est là où, en fait, il y a un écart entre le nombre de personnes qui postulent et les attentes. Il y a un écart aussi parce qu'il y a des freins au recrutement, parce qu'on a besoin de personnes qui sont très souvent véhiculées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les prestations, elles se font au domicile de nos clients. Et donc, il faut se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, à part quand on intervient dans des grandes villes, et où il y a des transports en commun qui permettent d'assurer ces déplacements, eh ben, la mobilité est un facteur important. Et donc, que peut vous apporter le franchiseur ? Le franchiseur, il peut travailler sur la réduction de l'écart entre les candidats et les salariés. Comment ? En levant les freins. Déjà, en permettant à des candidats qui, aujourd'hui, n'ont pas les qualifications nécessaires, d'obtenir ces qualifications, notamment par des organismes de formation qu'il peut avoir en interne. Si je prends le cas de notre groupe, on a un organisme de formation qui s'appelle l'Académie des services à la personne et qui forme sur tout le spectre des formations possibles. On forme de formations non qualifiantes jusqu'à des formations, on forme jusqu'à du bac+5. Et donc on a tout le panel des formations. On a des formations en continu, mais on a aussi un CFA, un centre de formation des apprentis qui permet de faire de la formation initiale importante. On a de la formation continue, on a du diplômant, on a du certifiant, on a tous les éléments. Et ça permet de faire en sorte et d'accompagner certaines personnes qui ont envie de venir dans notre secteur, mais qui n'ont pas aujourd'hui les compétences nécessaires ou les diplômes. Parce que quand on est une entreprise dans notre secteur, on est obligé, sur certains métiers, les métiers pour les publics fragiles, les petits-enfants, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées dépendantes, on est obligé de fournir en face, d'avoir des salariés qui ont les diplômes adéquats. Et nous-mêmes, en tant qu'encadrants, en tant que responsables, en tant qu'entrepreneurs, on est obligé d'avoir des diplômes si on veut travailler auprès de ces personnes fragiles. Et ça, le franchiseur vous apporte ces formations et permet d'embaucher quelqu'un qui a les aptitudes mais pas encore les compétences pour transformer ces aptitudes en compétences par le biais de la formation. L'attractivité permet aussi d'avoir plus de candidatures. La notoriété d'une marque permet d'avoir plus de candidatures. Et puis il y a tous les éléments qui aident au recrutement et qui aident aussi à la fidélisation. Parce que le meilleur recrutement, c'est celui qu'on n'a pas à faire parce qu'on a fidélisé ses salariés. Et donc tous les éléments dont on parlait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour fidéliser les salariés, gérer correctement, mettre en place des plans de carrière et de progression, etc. Tout ça, en fait, ça fait partie des éléments de savoir-faire de votre franchiseur qui va vous accompagner pour vous aider à identifier les profils, à les recruter, à les faire monter en compétences et à les fidéliser. Donc tout ça sont des éléments de savoir-faire donc, qui sont un peu dans chacune des marques et sur lesquels votre franchiseur peut vous accompagner avec en plus la marque qui permet d'avoir une attractivité un peu supérieure à si vous êtes Jean-Michel service à la personne, vous aurez moins de candidatures que si vous êtes O2 ou APF ou France Présence ou une marque un peu connue du secteur. Hop. Autre question. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. vous permettez aussi d'avoir et l'agrément et l'autorisation pour tous les services ? Alors, ou alors ce sera toujours le même problème qui se passe actuellement où il n'y a plus d'autorisation. Alors l'agrément, on peut l'obtenir et l'agrément, ça permet d'accompagner les personnes, d'intervenir auprès de publics qui sont des publics fragiles
la garde d'enfants en prestataire et en mandataire, mais aussi l'accompagnement de la personne âgée exclusivement en mandataire avec l'agrément. L'agrément s'obtient auprès des services de l'État au niveau décentralisé, c'est-à-dire au niveau des DRETS, au niveau du département. Donc c'est les services de l'État au niveau des départements, préfets, de services qui dépendent de la préfecture, qui accordent l'agrément. L'autorisation, elle, est délivrée par les conseils départementaux. Et là, Il n'y en a plus. c'est plus compliqué. D'accord, donc ça reviendra toujours au même par rapport à ça. Il n'y a pas de changement. Non, les choses qui changera. peuvent exister, c'est que certaines enseignes disposent de plusieurs autorisations et peuvent céder des autorisations. Ça peut potentiellement être plus facile parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, ils vont certains départements parfois relâchent des autorisations et là on a les informations et on peut accompagner et on sera généralement prioritaire pour récupérer parce qu'on a montré patte blanche sur un certain nombre d'autres cas. On accompagne aussi éventuellement pour racheter les structures qui, elles, détiennent une autorisation pour pouvoir se développer. Donc voilà, mais après, malheureusement, pas de miracle sinon au niveau des autorisations. Mais l'autorisation, en fait, elle est importante, mais pas tant que ça, parce que si je prends les personnes âgées, de plus de 70 ans, quel est le taux de personnes dépendantes chez les plus de 70 ans ? 4%. C'est-à-dire qu'il y a 96% qui ne sont pas dépendants. Est-ce qu'il y a moyen de travailler avec 96% de non-dépendants ? Bien sûr. Donc, bien évidemment, si on veut se concentrer sur la personne âgée dépendante ou la personne en situation de handicap, l'autorisation, et si on veut le faire, et si on veut l'exercer en mode prestataire, parce qu'on peut aussi l'exercer en mode mandataire, mais si on veut l'exercer en mode prestataire, il faut une autorisation. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'en sortir. Et dans les enseignes du groupe, on a APEF qui est une enseigne qui est beaucoup plus axée sur la personne senior. La cible APEF, c'est les 65 ans plus ou moins 10 ans, mais dans une approche positive du bien vieillir, dans une approche très positive et d'accompagnement et beaucoup sur des publics qui sont fragilisés. Et là, on réussit à faire des très très belles choses avec tous nos nouveaux franchisés. La plupart de nos nouveaux franchisés n'ont pas l'autorisation et pour autant se débrouillent très bien et ont à 2 ans près le même âge moyen de clients que celles qui sont autorisées. Et donc, voilà. Quand vous avez 96% non dépendants, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai fondé mon entreprise en 2020 et j'avais 2 questions concrètes pour vous qui, en fait, c'est lié à mon domaine d'activité où j'ai des freins. La première question, ça va être au niveau de la transition entre des salariés qui sont sur le départ et les clients. C'est-à-dire que j'ai remarqué que des salariés qui vont partir ou qui peuvent partir en congé, ou même en congé maternité, puisque ça peut être souvent le cas, les clients vont refuser de prendre d'autres intervenantes. Parce que, comme vous l'avez bien dit aussi, on rentre dans l'intimité des clients. Et en vérité, pour aller même plus loin, c'est des personnes qui sont étrangères pour l'instant aux clients et ils doivent faire confiance à ces personnes-là avant que ça devienne des personnes familières. Comment vous gérez, vous, au sein de votre groupe, ce type de cas de figure où on a des clients qui sont réticents, même pour 2 semaines, à prendre de nouvelles personnes, en fait? Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, mais le meilleur des éléments, c'est que la relation de confiance, elle ne soit pas uniquement avec l'intervenant, mais qu'elle soit aussi avec l'agence, avec votre entreprise. Et effectivement, nous, on a beaucoup d'éléments de relations aussi qui se font avec l'entreprise, avec des newsletters, avec de l'attention portée à nos clients, avec
des engagements réciproques qui peuvent être faits. Et notamment, on est devenu entreprise à mission depuis avril de cette année. Et on a pris les principales enseignes du groupe, ont pris ce qu'on appelle un engagement vert, notamment. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait dans le cadre de l'entreprise à mission et qui permettent de renforcer la relation entre l'entreprise, les entreprises du groupe et ses clients. Et qui fait que cette confiance, qui est l'élément fondamental dans notre métier, parce qu'en fait, on ne fait que confier. Nos clients, ils confient leurs enfants, ils confient leurs clés, ils confient leur intérieur, ils confient leurs parents âgés. Donc, la confiance, c'est vraiment l'élément clé dans notre métier. À partir du moment où ils ont confiance aussi dans l'enseigne, c'est plus facile. Ça ne répond pas à 100% des cas, mais c'est plus facile. Et j'aurais, si vous me le permettez, une dernière question. On parle beaucoup sur ce salon d'intelligence artificielle et de numérique plus généralement. Pour ma société, je suis en pleine transition dans le numérique et il y a un sujet qui est assez important, c'est comment on accompagne d'un côté les salariés, parce qu'on peut avoir une partie des salariés qui ne sont pas forcément familiarisés avec le numérique, donc dans les outils notamment de télégestion ou de téléassistance, et aussi d'un autre côté pour les clients, on peut avoir des personnes, alors pas forcément les jeunes actifs qui auront des appétences plus fortes, mais les seniors actifs ou même des proches aidants, les bénéficiaires en l'occurrence. Comment on accompagne ces gens-là justement pour cette transition vers un numérique, puisque c'est nous, société d'aide à domicile, qui l'imposons? Alors là aussi, il n'y a pas de solution magique. S'il y avait une solution magique, je pense que tout le monde l'adopterait. L'accompagnement, il est divers. Déjà, il faut les outils les plus simples possibles. Quand vous avez des outils qui sont extrêmement simples, c'est plus facile à prendre en charge et pour les clients et pour les salariés. Et là aussi, c'est pour ça que je vous dis, des outils de gestion qui sont adaptés, qui sont conçus pour le secteur, permettent d'être beaucoup plus efficaces. Nous, la quasi-totalité de nos marques, elles ont sur les smartphones, il y a une appli qui permet facilement à l'intervenant de déclarer quand il arrive et quand il repart, juste à prendre une photo. C'est assez simple, il prend une photo d'un QR code, très simple. Un QR code, c'est les codes barres 3D. Donc il suffit de prendre une photo, hop, ça dit je suis arrivé, il prend la photo quand il repart, c'est parti, c'est bon. Il a le GPS qui se déclenche automatiquement pour lui indiquer comment aller à la prestation. Il a le contenu des prestations qui lui est détaillé. Donc on essaie de faire des choses au maximum les plus simples possibles. Et c'est aussi ce que va permettre, et ce que permet de plus en plus l'intelligence artificielle, ça va être de aussi transformer par exemple des paroles en texte et résumer ce qu'on s'est dit. Là, on aurait pu prendre cette conférence, enregistrer la conférence, et vous avez plein d'outils d'IA qui aujourd'hui vous font le résumé de la conférence hyper bien structuré, etc. Donc tout ça, ça existe en fait, et ça permet de faciliter. Et je pense que le maître mot là-dedans, c'est la simplicité et l'adaptation à nos métiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un monsieur là-bas qui n'a pas encore. Ah oui, après, malheureusement, on va devoir finir. Merci. Moi, c'est simple. Est-ce qu'une centrale d'achat peut franchiser une société ou la société peut franchiser une centrale d'achat? Alors, effectivement, c'est un des autres points qui est intéressant et important, c'est que votre franchiseur, il va vous faire bénéficier aussi de sa centrale d'achat. Et en l'occurrence, quand vous êtes comme chez Wicker avec une flotte de 1200 véhicules, le véhicule il vaut beaucoup moins cher que si vous en achetez un. Quand vous avez 15 000 téléphones portables avec un forfait illimité voix et data, le téléphone portable il vous revient vraiment pas cher. Nous on a des forfaits à, je crois que c'est 2,90 € par mois, forfait de voix data illimité. Et parce qu'en fait on en achète 15 000. L'assurance, elle coûte moins cher. La banque, elle vous coûte moins cher. Tous ces trucs-là, ils vous coûtent beaucoup moins cher parce qu'en fait, on les achète en masse. Donc effectivement, c'est aussi un des autres
avantages de rentrer dans un réseau, c'est que ça coûte beaucoup moins cher au niveau unitaire parce qu'il y a une massification des achats. Et donc, ça permet d'avoir des marges plus importantes liées à l'ensemble des achats et ce qu'on appelle les effets les économies d'échelle. Voilà. Je serais bien resté plus longtemps avec vous à échanger, mais malheureusement, nous avons des impératifs de timing. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis surtout de bien vous développer. Et puis si vous voulez échanger sur les aspects franchise, il y a plusieurs enseignes qui sont franchiseurs, dont celle du groupe Wicker, mais il y a aussi d'autres enseignes. Je pense que c'est important que vous fassiez le tour, parce que c'est un mariage. Et un mariage, il faut choisir la bonne mariée, parce qu'après vous êtes mariés pendant quelques années.